Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH, pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Hello Marie-Sophie, comment vas-tu? Je suis au taquet, Claire, très contente d'être là avec toi. Bon, génial. Et écoute, moi aussi, je suis très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. On a une petite routine ici, donc on attaque direct, pardon. Assis-toi sur le divan, je te pose 3 questions, et tu nous livres absolument tout ce que tu as envie de nous livrer. Alors, qu'est-ce qui t'anime? Dis-nous tout. Eh bien, vu que c'est un peu question rituelle, j'avoue, j'ai préparé. Mais ce qui m'anime et ce qui est venu naturellement, c'est, personne ne va être surpris, c'est la conviction que le recrutement, c'est bien plus qu'un simple processus administratif. C'est le premier maillon de la chaîne de l'emploi. Ça a un impact direct sur les carrières, sur les entreprises, sur la société au sens large. C'est pour ça que j'aime autant mon métier. Et c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est d'aider justement les recrutements à devenir plus justes, plus objectifs, plus performants au sein de nos organisations. En limitant le poids des biais, et je pense qu'on va en parler, et en valorisant, en tout cas en essayant de valoriser au maximum l'humain derrière tout ça et derrière chaque CV. OK. Et qu'est-ce qui te révolte? L'amateurisme en recrutement, madame. Mmh. Justement, le fait que, on se rende pas compte de l'impact social du recrutement et qu'on continue à le traiter comme un simple exercice, au feeling ou d'improvisation, tu vois? Alors que c'est un enjeu qui est majeur, je viens de le dire, il y a un impact énorme et donc voilà, cet amateurisme et ce manque de professionnalisme vraiment, ça fait 20 ans que je suis dans le recrutement. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à casser et le problème, c'est que ça débouche sur des discriminations, alors plus ou moins conscientes ou délibérées, mais aussi sur des pratiques qui vont exclure en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé, en fonction de l'origine et donc ça ferme des portes à des personnes et donc c'est ça qui me révolte au quotidien et qui est à l'origine, entre guillemets, de ma vocation et de pas mal de choses dans ma vie au quotidien. Oh là là, tu vas nous raconter ça. Et qu'est-ce qui te fait peur? Tu pas obligé de parler de recrutement, hein, tu peux, tout nous dire. Ah, ça veut dire tu veux pas que je te parle de recrutement? Parce que si, ouais, j'allais dire qu'on continue à recruter à l'instinct, donc je continue sur le recrutement, comme si en fait on n'avait déjà pas de données liées à la science et cetera. Mais sinon et c'est lié, j'allais dire, le manque de réflexivité et l'absence d'esprit critique. Le fait qu'on n'arrive pas à remettre en question ces pratiques, alors que sur le recrutement, il y a la science, il y a des données, on sait comment il faudrait faire dans l'absolu, mais on s'assoit allègrement dessus. Et ça, ce qui me fait peur de manière plus générale aussi, là, oui, c'est l'esprit critique qui a tendance de plus en plus à briller par son absence dans nos sociétés, je trouve. Voilà, faut Mmh. élargir. OK, super. Hem, Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est comment te dire ça? C'est forcément pour qu'on parle des biais cognitifs, on va y revenir. Tu sais qu'on est sur un podcast dédié à l'industrie. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit: «Ou par contre, moi, c'est pas mon sujet, enfin, en tout cas, c'est pas mon secteur, clé». Mais justement, cette réponse et cette réflexion, elle peut être intéressante. Toi, quelle est ton image de l'industrie et quand j'entends industrie, on va dire industrie manufacturière. Et pour toi, quelle serait une industrie qui pourrait te faire envie? Alors effectivement, c'est pas mon domaine d'activité, j'y connais pas grand-chose, j'ai loin de moi l'idée d'être une experte, mais en réfléchissant, ce que j'aime bien, c'est son côté ultra concret. On fabrique, on construit, on transforme et puis à la fin de la journée, il va rester quelque chose de tangible qui peut changer le quotidien des gens et c'est ce côté vraiment, ultra concret, je trouve intéressant et qui force le respect
Et puis l'industrie qui me fait rêver dans un monde idéal, ça serait une industrie qui arrive à allier technologie, durabilité et humain. Une fois qu'on a dit Et ça, mais ouais. je vois que tu as bossé ton sujet, hein. Ah! Syndrome première de la classe. Attention. Ah, OK. OK, OK, il y a du niveau, il y a du niveau. Eh bien, maintenant, tu as la main. Je te propose de lever le voile sur ton identité, même si je pense que certains auditeurs t'auront reconnu rien qu'avec cette présentation. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'invite à te présenter. Tu as carte blanche. Tu fais comme tu le souhaites. Alors, Marie-Sophie Zambeau, je me définis avant toute chose comme une experte pas forcément, mais une passionnée qui est devenue au fur et à mesure experte en recrutement. C'est le fil rouge de ma carrière professionnelle, le fil rouge de mon parcours professionnel. Ça fait 20 ans que j'en fais avec par moments d'autres choses à côté, du développement commercial, de la marque employeur ou d'autres choses. Mais ça fait 20 ans. J'en ai fait surtout au sein d'ESN, de cabinets de conseil, mais au sein aussi de la fonction publique territoriale, parce que je voulais vraiment essayer de découvrir les problématiques d'autres secteurs d'activité. On dit que j'ai pas fait l'industrie, mais à un moment, je voulais voir autre chose. Et donc, la fonction publique territoriale, c'est très différent, effectivement, des cabinets de conseil. Et puis, en 2023, j'ai décidé de créer Risic RH, qui est mon cabinet de conseil sur les volets recrutement et marque employeur. Donc, je fais des choses assez classiques, mais dans le but que j'ai évoqué au début, d'accompagner les entreprises à recruter de manière plus juste, équitable et performante. Donc, je fais de l'audit, de l'accompagnement et la formation. Et à côté de tout ça, parce que j'aime pas être désœuvrée, j'écris beaucoup sur LinkedIn. J'ai une newsletter qui sort tous les samedis. Ça fait au moins 2 ans, facilement. Et j'ai commis un livre au mois de février qui est sorti chez Duno et qui s'appelle Recrutement sous influence, libre et modèle cognitif. Absolument lire. Je te l'ai dit, je sors de sa lecture. Voilà, je pense que il est aussi intéressant et qu'actionnable. Enfin, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Tu ne poses pas juste des constats, tu poses pas juste une sensibilisation. Tu vas plus loin, tu proposes des méthodes. Moi, j'adore aussi les sujets de la psychologie sociale et j'adore, tu sais, sur chaque présentation du biais, le moment où tu présentes une expérience sociale liée à chacun, enfin liée à chaque biais, tu en présentes 20 dans le livre. Et ça, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant pour le rendre aussi concret. C'est ce petit détail sur chaque expérience sociale qui a eu lieu. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à aller chez votre libraire de quartier. Vous en avez certainement un pas loin. Voilà, voilà. Hein. Donc allez le chercher, voilà, c'est top. Passez-le dans toutes les mains, voilà. Moi j'essayais de brancher mon mari dessus, mais qui lit très peu. Bon, je t'avoue que j'ai pas eu, euh, mais je ne lâche pas le morceau. Il est manager, je lui dis tranquillement, tiens peut-être ce bouquin pourrait être utile. Moi, j'ai des personnes qui l'ont ouvert en se disant c'est pas mon métier, mais qui sont managers, mais ils sont pas recruteurs, ils sont pas dans les RH, et ils me disent ah, mais en fait, j'ai appris des choses et ça me concerne. Mm. Ah, qui est plutôt rassurant. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être forcément RH pour lire ce livre. Si vous êtes dirigeant, si vous êtes manager, si vous êtes recruteur ou peu importe ce que vous faites, ça vous apportera un éclairage hyper intéressant. Merci Marie-Sophie pour cette intro. Je reprends la main rapidement. Déjà, merci à tous parce que la croissance du podcast en ce moment est assez dingue. Donc, merci pour votre fidélité. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à partir d'aujourd'hui aussi. Surtout si vous avez aimé l'épisode et si vous avez l'habitude de nous écouter, il vous suffit juste de mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. C'est pas grand-chose, ça vous prend vraiment 30 secondes, mais ça m'aide beaucoup pour la découvrabilité du podcast.
Pour cet instant promo, je reviens à toi, Marie-Sophie, évidemment. Alors, dans l'écosystème RH, tu es quand même un peu une rockstar, disons-le. Alors, au-delà d'être belle, d'avoir des yeux magnifiques et un cerveau brillant, Et les cheveux. et des cheveux, une chevelure de déesse. Dis-moi si j'en fais trop. T'as réussi quand même un sacré coup de maître. C'est que dès lors que l'on pense et que l'on parle biais cognitif, il y a une petite Marie-Sophie qui débarque sur notre épaule droite ou gauche. En tout cas, on parle biais cognitif, on pense à toi. Donc ça, vraiment, bravo pour ça. Aussi, et évidemment, parce que tu viens de sortir ce livre depuis quelques mois déjà, mais un livre mérite toujours d'être ouvert et lu avec attention. En tout cas, c'est, comme on l'a dit un peu en introduction, je pense que c'est un bon point de départ et surtout une bonne Bible pour se sensibiliser et aller même plus loin que la sensibilisation sur le sujet. Donc, il était temps que je te reçoive à ce micro. Voilà, tu as vu, je prends mon air hyper concentré d'un Pareil, coup. c'est de même. Il était temps. Je commençais, j'ai failli attendre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors en plus, on a fait connaissance il y a quand même pas si longtemps que ça. Si vous voulez de la confidence, on s'est retrouvés au Tam Tam Show animé par Léo Bernard. On ne se connaissait pas et on a passé un excellent moment ensemble. Voilà, très très sympa. Donc il était temps qu'on prolonge la discussion peut-être avec un peu plus de sérieux que les discussions qu'on a eues à ce moment-là. Et bref, il était temps que je te tende le micro. Et tu sais que par ici, ce sont principalement des RH et des dirigeants de l'industrie, évidemment, qui nous écoutent. Et donc le point, en tout cas, les enjeux et ce que j'aimerais à l'issue de cet épisode, c'est surtout de comprendre à quel point nos décisions, nos interactions sont influencées, voilà, par notre cerveau et forcément le conscientiser, mais surtout qu'on puisse repartir avec des leviers, parce que je trouve que c'est vraiment la force de ton approche. C'est pas juste de te contenter de dire on sensibilise et on est conscient, mais on repart avec des solutions pour moins se faire avoir par notre cerveau. Est-ce que cette intro te va? Elle était un peu longue, hein, j'ai fait un peu plus long que d'habitude. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es prête? Winston me va très bien. En plus, il y a plein de compliments. Donc, c'est l'effet Forer-Barnum sur la personnalité. Tout le monde va se reconnaître s'il y a principalement des choses positives. Donc, moi, je suis déesse, etc. Je trouve que c'était parfait. C'est parfait. Ok, c'est bon. Donc, je t'ai un peu hypée par cette introduction. Très bien, très bien. Bon, cela dit, je te sentais pas trop stressée. Mais alors, c'est parti, on attaque. On va tout de suite poser un peu le décor. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un biais cognitif? Dans quel contexte il peut s'appliquer dans nos environnements RH et recrutement? Dis-nous tout. Un biais cognitif, pour faire simple, retenez que c'est un raccourci mental ou un raccourci de pensée qui est spontané, qui est inconscient et qui utilise notre cerveau au quotidien, tout le temps, en permanence. Et pourquoi j'en parle autant et on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça peut nous induire en erreur dans nos prises de décision. Et donc, dans les prises de décision de la vie quotidienne et de tous les jours, par exemple, éventuellement, je m'habille comment, je mets quel parfum, est-ce que là, je bouge, j'avance, le micro est bien posé, je... Là, il n'y a pas forcément trop de dimensions stratégiques. Nos raccourcis de pensée ou nos mécanismes ou tout ce qui est de l'ordre du réflexe peut fonctionner. Mais pour les prises de décision stratégiques, et le recrutement est éminemment stratégique, tout comme les prises de décision pour une mobilité interne, pour accorder une promotion, ce genre de choses, là, ce sont des décisions beaucoup plus stratégiques et engageantes. Et là, le fait que que ces décisions soient prises via des réflexes et des automatismes, là, c'est véritablement gênant parce que ça va être parasité par ces biais cognitifs qui nous induisent en erreur. Donc, plus simplement, imaginez que on a un cerveau et qu'il a tellement d'informations, tellement de choses en permanence, qu'il va prendre des libertés pour pouvoir gérer ce flux innombrable d'informations. Donc, il va effectuer des raccourcis.
Donc, soit il va accorder une importance démesurée à certaines informations, soit au contraire, il va justement mettre sous le tapis et puis il va occulter complètement d'autres informations. Donc ça, c'est d'une manière générale. Mais appliqué au recrutement, et ça s'applique, j'allais dire à merveille, mais je sais pas si c'est à merveille parce que c'est pas forcément positif, mais le recrutement, c'est un formidable terrain de jeu, en fait, pour les biais cognitifs. Et si on n'essaie pas de mettre en place certaines choses, et je pense qu'on va en parler en termes de méthodes, des garde-fous et de techniques, eh ben, c'est la grosse fiesta pour, les biais cognitifs qui se donnent à cœur joie. Et ça fait quoi? Bah, ça fait que, on va recruter davantage au feeling et à l'instinct, et on va recruter celui, bah, qu'on a trouvé sympa, celui qui a la plus belle apparence, celui qui a la poignée de main la plus ferme, celui dont on se rappelle le mieux parce qu'on l'a rencontré en dernier, ou celui qu'on en fait, on l'avait déjà vu dans un salon ou dans un forum. Donc ça n'est pas des familiers, donc on va avoir tendance à les privilégier, et cetera, et cetera. Et donc, dans le recrutement, les biais, c'est véritablement gênant parce que je l'ai recruté des personnes que je n'aurais pas forcément dû recruter. Voilà, parce que j'étais happée par, certaines caractéristiques que j'ai généralisées et je n'aurais pas dû et qui, en tout cas, ne traduisent pas leurs compétences. L'inverse, c'est le faux négatif. Il y a des personnes que je vais écarter pour les mauvaises raisons. Je les écarte, je les embauche pas. Mais j'aurais dû les embaucher parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses à l'organisation. Autre effet, eh bien, je vais avoir tendance à privilégier les personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles je suis à l'aise, avec lesquelles je suis familière, qui ont fait les mêmes études ou qui ont les mêmes hobbies, ce genre de choses. Et donc là, à la fin, si je force le trait, bien évidemment, je peux arriver à avoir une armée de clones. Voilà, donc là, je vais mettre à mal la diversité au sein de mon organisation avec tout derrière ce qui en découle, la créativité, l'innovation, la capacité à se remettre en question. Si je recrute mal parce que mes recrutements ils sont biaisés, que j'ai pas les bonnes personnes, eh ben, je dois augmenter le turnover de ma boîte. Et puis, ceux qui restent et qui voient qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui partent et qui font pas l'affaire et qui doivent se prendre la charge de travail et qui en ont marre, eh ben, ils vont être de plus en plus démotivés et désengagés. Donc il y a vraiment un cercle vicieux. Et puis après, l'argument qui, par moment, plus légal, n'arrive à convaincre aussi des personnes de se pencher sur le sujet, c'est quand je leur dis que si les recrutements ils sont biaisés, ça veut dire que c'est pas équivalent, mais ça veut dire globalement, il y a plus de discrimination ou que globalement, on est plus en difficulté pour expliquer et justifier les différents choix de recrutement. Et là, attention aux litiges et aux risques de discrimination et on prête le flanc éventuellement à des attaques. Et donc après, ça peut rejaillir aussi sur la réputation de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi, pas pour affoler, mais à convaincre qu'en fait, le recrutement, c'est qu'aussi ça compose les équipes, c'est avec ça que l'entreprise tourne, c'est le cœur du réacteur. Donc si j'ai pas les bonnes personnes au bon endroit, Ouais. forcément c'est problématique. Ouais, bien sûr. Mais alors, toi, comment t'en es venu à, à creuser finalement le sujet des biais cognitifs? Tu disais en intro que ça fait plus de 20 ans ou 20 ans maintenant que tu travailles dans le recrutement. Je n'ai pas, je t'ai vu, il y avait zéro jugement derrière. Tu as vu ou pas? Voilà. En tout cas, comment t'en es arrivé finalement à en faire ton cheval de bataille? Comment je suis tombée dans la marmite des biais cognitifs, c'est ça que tu veux Oui, savoir. exactement. Au départ, j'avoue, parce qu'en fait, là, j'ai écrit le livre et il est sorti en février, mais si on regarde un peu l'historique, L'historique. l'historique, c'était compliqué parce que je parlais de novellistes, donc voilà, l'historique de mes posts, je pense que les gens ont mieux à faire et même moi d'ailleurs. On va voir que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai évoqué ce sujet. Donc au départ, il y avait, je pense, une curiosité intellectuelle qui est comment fonctionne mon cerveau et pourquoi par moment je me fais un petit peu avoir, etc. Mais après, il y avait autre chose liée à mon activité professionnelle et c'est pour ça que j'ai lié les deux. Parce qu'il y a des livres très, très bien qui existent sur les biais cognitifs, mais c'est les biais cognitifs de manière générale. Et là, c'est les biais cognitifs appliqués au recrutement. Et ce qui m'a amené à le creuser, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que souvent, ce que j'entendais en recrutement, il pas le feed, j'ai pas le feeling, je sens pas le flair, ça va pas le faire, etc. Que souvent, en fait, le feeling dont on parle en recrutement, pour justifier le fait de recruter ou surtout de ne pas recruter quelqu'un, ce feeling, en fait, c'est des biais cognitifs dont on n'a pas conscience, qui ne sont pas conscientisés, qui agissent en arrière-plan, qui parasitent nos prises de décision, tout ça de manière non délibérée
et non consciente. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de braquer les projecteurs, en fait, sur ces biais cognitifs qui nous parasitent tous et toutes en permanence, dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. Mais comme je le disais au début, vu que le recrutement, il y a quand même une importance sociétale dans notre activité, c'est nous qui sommes le premier maillon de la chaîne, c'est nous qui donnons, nous, la possibilité à un candidat de défendre ses chances pour obtenir un emploi. Donc là, pour moi, il y a encore plus nécessité de réfléchir à nos prises de décision. Elles sont les plus justes, les plus équitables, les plus objectives, les plus performantes? Et si on ne fait rien pour diminuer, atténuer les biais, ben, forcément, on va répondre négativement. Et donc, moi, voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Et en intro, tu disais que une des choses qui te faisait un peu peur, c'est le manque ou la perte d'esprit critique. Est-ce que tu penses aussi que ça peut être l'un des pièges de nos biais cognitifs, de partir finalement de nos certitudes qui sont basées sur des raccourcis un peu de notre cerveau? Et est-ce que tu penses que justement un peu entraîner son cerveau à se méfier de nos propres biais, c'est hyper philosophique, je sais pas du tout pourquoi je t'embarque dans cette question par avance, je suis désolée. Mais elle Ah, nous vient j'adore, mais absolument. effectivement, c'est un peu plus. Alors, madame, effectivement, la perte de l'esprit critique, c'est lié à pas mal de choses. Tu as l'impact des biais cognitifs, tu as surtout aussi le fonctionnement des médias et des réseaux sociaux de nos jours, mais on peut clairement lier les deux. Un des biais cognitifs les plus connus, c'est le biais de confirmation. À savoir, si je pense certaines choses, mon cerveau, j'ai telle opinion, tel avis sur tel sujet, mon cerveau est ainsi fait que, après, si je commence à dire des choses en scrollant sur Instagram, sur LinkedIn ou ailleurs, je vais retenir tout ce qui va dans mon sens et ça va me conforter dans mon opinion. Ils me sont «Ah, tu raison Marie-Sophie, c'est vraiment ça, yes», et cetera. Et tout ce qui va pas dans mon sens, globalement, je vais l'occulter ou je vais pas le voir. Mais après, en plus, un mécanisme un peu pervers, osons le terme, qui est les réseaux sociaux, bah, c'est des algorithmes. Ce qu'ils veulent, c'est nous pousser des informations qui vont nous plaire, avec lesquels on va être d'accord, qu'on va liker, qu'on va partager, qu'on va republier, qu'on va commenter. Ce qui fait qu'il y a un effet boule de neige avec les réseaux sociaux sur ce fameux biais de confirmation où on va sans cesse nous pousser que des informations, que des news, que des publications qui vont globalement dans notre sens. Et ça renforce le fait, ce biais de confirmation et le fait qu'on pense qu'on est dans notre bon droit, qu'on détient la vérité universelle, que les autres sont dans l'erreur et on s'enferme de plus en plus avec en plus le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc il y a les biais et il y a ce fonctionnement où dans un livre il parlait d'archipel de la pensée avec où de plus en plus il y a des chapelles de moi je pense ça, toi tu penses ça, toi tu penses ça. Les algorithmes poussent des choses chacun, on est séparés. On est de plus en plus conforté dans notre propre opinion. On se remet pas en question, on ne challenge pas et ne discute pas avec les autres. Et effectivement, ça pollue intellectuellement globalement, je trouve. Mais là, on dépasse un peu le. Voilà, là, Oui, c'était. oui, mais voilà, excuse-moi, ça fait partie de mon Non, mais c'est habitude bon, là, à c'était. digresser. Mais tu vois, je t'ai fait un lien avec d'autres, mais entre autres avec le fameux biais de confirmation. Et Ouais. ça, on s'en rend pas compte. Et donc, en recrutement, ça va être, je pense, j'ai lu un CV, j'ai lu que quelqu'un il a fait telle étude, et je dis waouh, ça craque. Il est super compétent, ça va le faire. Et d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas appréhender l'entretien de la même manière. Je vais orienter mes questions, je vais retenir ce qui va dans mon sens et un peu édulcorer ou trouver des excuses pour ce qui pourrait aller dans l'autre sens. Et donc, voilà, c'est un peu un des effets pervers. Et donc, pour l'esprit critique, comment le travailler? C'est comme pour les biais, mais on en parlera, c'est essayer de revenir à la thèse initiale, aux critères et d'essayer de se faire son propre avocat du diable en pensant à charge et à décharge. Disons, je pense ça, sincèrement, mais si je voulais jouer l'avocat du diable et trouver des arguments ou défendre l'autre cause, l'inverse, qu'est-ce que je pourrais dire pour essayer d'avoir accès à un maximum d'arguments pour prendre la décision la plus éclairée. Donc, en clair, et moi, c'est un peu ce que je comprends du postulat aussi de ton livre Recrutement sous influence, c'est que il s'agit pas seulement, voilà, de conscientiser
ces raccourcis opérés par notre cerveau pour soulager notre charge mentale et soulager ces prises de décision stratégiques. Il s'agit surtout de mettre en place et de muscler un peu sa capacité à aller plus loin, à réfléchir davantage et à se poser sur nos décisions et sur j'allais dire sur la véracité, mais non, du coup. Mais en tout cas, sur le bien fondé de notre décision. Est-ce que nos décisions sont bien éclairées? J'aime bien le terme que tu as employé, de muscler. C'est totalement ça. En fait, quand tu lis la littérature sur ce sujet au sens large, il y a 2 auteurs incontournables, c'est Daniel Kahneman et il y a que Olivier Sibony. Ils ont même commis un livre, ensemble, Noise, où il y avait, Sam Stein également. Ce qui revient, c'est que ça soit pour les prises de décision en recrutement ou ailleurs, promotion, investissement financier et cetera. Si l'on veut essayer de rendre le plus objectif et performant une décision, il faut réfléchir à l'architecture de sa prise de décision ou à l'hygiène de la décision. Ça, c'est des termes qu'ils utilisent. Et il y avait Olivier Sibony avec quelqu'un, là, le nom me vient plus, qui avait fait une étude et il disait qu'en fait, ils avaient analysé tes décisions d'investissement, ils avaient essayé de déterminer ce qui faisait que pourquoi à un moment, ils faisaient les bons choix ou les mauvais choix. Ils avaient vu que le comment pèse 6 fois plus que le quoi, à savoir la méthodologie. Le fait d'avoir une checklist ou d'avoir réfléchi à comment je prends ma décision, d'avoir un système ou un processus, ça va te plaire. Ah, voilà, ça pèse 6 fois plus lourd que le quoi. Et c'est ça souvent qui nous sauve. Et donc, c'est ça qui est un peu pervers. Et je voulais pas, tu l'as dit dans le livre, m'arrêter juste au constat. Il y a les biais cognitifs qui parasitent. C'est super. Enfin, moi, intellectuellement, je trouve ça super intéressant. Les expériences de psychologie sociale, ça a tendance à me bluffer. Quand j'en vois à la télé ou quand j'en lis, moi, ça me bluffe, je trouve ça génial. Sauf qu'en fait, c'est pas parce que je sais que les biais cognitifs existent que dans mon quotidien, vu que c'est un processus, comme j'ai dit, qui est spontané et qui est inconscient, je l'ai réussi à m'en débarrasser. Non, s'il faut, c'est qu'à mon insu, à l'insu de mon plein gré, je mette en place des méthodes, des processus, des garde-fous qui vont, à mon insu, me protéger au maximum. Et ça, c'est de la méthodologie. C'est de l'architecture de ma prise de décision. Comment je prends ma décision? Ça va être quoi les critères? Est-ce que qui aura la décision finale? Est-ce qu'il y a des vétos de personnes? Est-ce que voilà, vraiment réfléchir à comment je prends ma décision et c'est ça qui nous aide. Et d'ailleurs dans les métiers, alors je vais pas trop m'aventurer là-dedans, c'est pas trop mon domaine, mais dans les métiers, je pense que c'est dans l'industrie c'est le cas où on a à trop droit à l'erreur, comme dans l'aviation, etc. Ils ont des checklists. La bonne vieille checklist. C'est quand même assez rudement efficace. On a vraiment élaboré tous les points qu'on doit à chaque fois vérifier pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour faire décoller un avion, pour prendre une décision. On veut vraiment mettre par écrit tous ces critères, tout ça, et à chaque fois les passer en revue et qu'il n'y ait pas d'exception à la règle. Ça, c'est quelque chose qui permet de fiabiliser une prise de décision. Processus, effectivement, ça n'est pas moi qui vais te contredire. À les processus RH à toutes fins utiles et pour sa propre organisation, soulager son propre quotidien et effectivement pour pallier à ces fichus raccourcis de notre cerveau. Je ne peux qu'approuver. Et tu vois, tu parlais aussi d'expérience sociale et notamment on peut en voir certaines plutôt bien ficelées d'ailleurs à la télé. Moi, le dernier reportage là-dessus ou documentaire que j'ai vu, c'est Sommes-nous tous racistes? C'était sur France 2 de mémoire, assez bluffant. Alors forcément déjà quand même bien sensibilisé aux biais cognitifs. J'ai pas forcément tout découvert, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire des liens entre les stéréotypes, les discriminations, le racisme et les biais cognitifs, même si c'était pas le cœur, en tout cas, de ce documentaire. Une fois qu'on s'intéresse un peu aux biais cognitifs, forcément, on se rend bien compte que certaines décisions, certains stéréotypes sont issus de ces fameux biais cognitifs. Alors, quelle distinction tu fais justement entre stéréotypes, discrimination, pourquoi pas racisme, et biais cognitifs? En quoi est-ce que ça a des influences? En quoi est-ce que ça a des influences? Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça?
Sur certains sujets comme le racisme et cetera, là, on sort un peu de mon domaine, moi, pur d'intervention. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai regardé l'émission et dont on a beaucoup parlé. Il y en a qui l'ont encensé et il y en a qui, vraiment, ça les a agacés, cette émission. J'ai vu les avis, il y en a vraiment, ils ont été agacés par cette émission, par le postulat, par la question, parce qu'ils se sentaient heurtés, et cetera. Moi, je l'ai regardé, j'ai trouvé que globalement, ça reposait effectivement sur des expériences de psychologie sociale qui étaient connues et qui étaient bien faites, et que ça arrivait à sensibiliser. Tout le monde n'est pas aussi familier ou sensibilisé, ça arrivait à familiariser, à une heure de grande écoute, un maximum de personnes sur justement les biais, surtout les stéréotypes et aux clichés, et que ça peut aboutir sur la discrimination et du racisme. Et donc, sur les biais, souvent on me pose la question entre biais et stéréotypes. Alors, un biais, c'est un mécanisme qui est automatique, qui est inconscient, je l'ai dit, et c'est des raccourcis mentaux. Donc, on n'en est pas conscient. Un stéréotype, en revanche, dans ma définition à moi, je pense qu'il est la bonne définition, c'est une croyance préconçue, mais qui est globalement partagée socialement sur un groupe ou une catégorie de personnes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus figé, qui est beaucoup plus conscient aussi. Les biais inconscients, les stéréotypes, c'est plus conscient. Par exemple, si je vous dis les hommes sont plus à l'aise en leadership, les femmes sont plus empathiques, globalement, ça, ce sont des stéréotypes et on est tous conscients d'avoir ces stéréotypes ancrés chez nous. Et même si on nous le dit en haute voix, on va dire, bah oui, globalement, oui, c'est à peu près ça, c'est la loi des probabilités où je le perçois comme ça. Mais où ça peut être pernicieux et on le voit y est dans l'émission et on le voit au quotidien aussi sur les biais, c'est que les stéréotypes, ils vont nourrir nos biais et nos biais, ils vont renforcer nos stéréotypes, ce qui fait qu'on rentre totalement dans un cercle vicieux dans les crises de décision. Et donc voilà, c'est ce que montrait l'émission, qu'on peut, sans le vouloir, activer des raccourcis stéréotypés liés à la culture, à notre éducation, à notre héritage social. Et ça se traduit dans des comportements dans la vie de tous les jours, qui peuvent être jugés racistes ou non, et en recrutement. Mais il y a aussi beaucoup de discrimination. On le voyait, la personne qui s'assoit dans la salle d'attente, et cetera, ce n'est pas Mmh. délibéré, c'est pas conscient. Et voilà, là, c'était un mélange de stéréotypes et de biais. Avec un biais de similarité, le qui se ressemble s'assemble. Naturellement, je suis portée à privilégier les personnes qui me ressemblent, où je me sens plus familier et peut-être plus en sécurité, voilà, un côté plus primal, avec ces personnes. Super intéressant. Et après, on va vraiment attaquer sur la partie recrutement et tout, mais forcément, je sors de la lecture de ton livre et donc ça avec mon esprit tordu, ça m'a amené à pas mal de questionnements et tu vois, quelque part, il peut y avoir un truc un peu flippant par rapport au biais cognitif qui peut être de se dire: est-ce que finalement, l'être humain n'est pas, irrationnel par nature, heu et non objectif aussi par nature? Est-ce que l'être humain pourrait vraiment, être un bon évaluateur? Tu vois, il y a plein de questions derrière. Est-ce que quelque part, c'est pas trop en demander à l'être humain? Et en même temps, de se réfugier derrière les biais, ça ne peut pas être une forme de justification dans le genre: «Hop là, attends, c'est pas de ma faute, je me suis fait un peu avoir par mes biais cognitifs». Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je vois très bien et j'adore cette question et je pourrais en parler aussi pendant des heures. Ce que je veux dire quand même, c'est que oui, les biais cognitifs, ils font partie de notre nature humaine. Alors, j'en fais partie, mais on entend de plus en plus de personnes qui parlent des biais. Donc ça, moi, je trouve ça très, très bien. Souvent pour dire attention. Quand même redire que globalement, la plupart du temps, les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux qui nous font gagner du temps et qui sont très efficaces. Si on est toujours en vie aujourd'hui, c'est parce que globalement, il y a un bout dans la savane, on n'essayait pas trop de comprendre, on se mettait à courir et dans un sens, c'est plutôt bien, on est encore là aujourd'hui. C'est pour les prises de décision vraiment importantes et stratégiques où ça nous induit en erreur. Donc oui, on pourrait se dire de toute manière, l'homme est ainsi fait, on est irrationnel, on est imparfait, on est influencé par les biais. Moi, j'ai tendance à dire que ça, c'est le constat, mais que c'est pas pour autant, surtout dans une activité professionnelle comme les recrutements, avec l'impact dont j'ai parlé, qu'on doit s'en laver les mains et se dire bon bah c'est comme ça, donc de toute manière, pourquoi c'est s'en préoccuper. Pour moi, c'est trop facile, voilà, de brandir la carte un petit peu des biais cognitifs comme excuse, comme prétexte pour être partial et surtout pour se dire
On a toujours fait comme ça, je vais pas remettre en question et en cause, mes pratiques. Alors l'enjeu, c'est pas de devenir 100 objectif, c'est impossible. Même en déployant tout un arsenal, technologique et cetera, on n'arrivera jamais à atteindre 100 d'objectivité. C'est vraiment impossible. En revanche, on peut mettre en place, là je toujours ma trilogie des méthodes, des techniques et des garde-fous pour essayer de limiter l'impact des biais cognitifs et tendre voilà, par moment, je dis pas ça, mais c'est tendre vers un maximum d'équité, d'objectivité et de pertinence, de performance dans ces recrutements. Et ce que tu dis, oui, il y avait même Benjamin Pastorelli de mémoire, qui j'en parle dans le livre à un moment, qui allait un peu taper sur les formations et la sensibilisation aux biais cognitifs en disant que, ou ce que je disais tout à l'heure, le fait de se savoir qu'il y a des biais en soi, oui, je sors d'une journée de formation, je dis: «Ah, il y a des biais. Est-ce que le lendemain, ça va changer quelque chose dans ma manière de me comporter? Je vais être moins biaisé?» Pas forcément. Il disait même que ça pouvait avoir l'effet inverse, à savoir renforcer les biais chez certaines personnes, parce qu'elles peuvent se dire soit ce que tu viens de dire: «Tout va bien, je suis un être humain, donc je peux rien faire, donc c'est comme ça». Donc un peu d'ANEC, c'est pas ma responsabilité. Donc ça peut déresponsabiliser les gens et se dire, «Moi j'y peux rien» et cetera. Et après justement dans les formations, on a tendance par moment à trop insister sur, nous, notre sensibilité en tant que chaque être humain à être, assailli par ces biais et on oublie la dimension systémique. Or, en fait, pour véritablement régler les problèmes, on a parlé, on est d'accord toutes les 2 là-dessus, c'est l'organisation qui doit mettre en place et proposer dans une boîte à outils, dans ses processus, des méthodes, des techniques, l'entretien structuré, plein de choses pour que les parties prenantes du recrutement, elles aillent piocher dedans et qu'en fait, à leur insu, ou malgré tout, elles soient protégées contre leurs propres biais et que les biais diminuent. Voilà. Il y a une approche systémique et ça ne se joue pas forcément au niveau de l'individu, mais de manière beaucoup plus globale au niveau de l'organisation ou de la société. Donc c'est pour ça que certains critiquent les formations sur les biais. Moi, j'aurais tendance à dire oui si on dit juste les biais existent. Alors là, je fais un petit moment commercial. Quand moi je fais les formations sur les biais, je dis les biais existent. J'essaie de décrire leur face avec des ateliers ou des choses. Et après, je dis passons à la méthodologie. Essayons de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au quotidien pour diminuer l'impact des biais. Parce que sinon, c'est vrai que c'est sympathique, mais c'est pas forcément très efficace. Est-ce que ça te dit de connaître l'envers du décor? Les petites galères, tu sais ce qu'on a coupé au montage ou nos petites anecdotes particulières. Dans cette newsletter, je tire aussi les 3-4 enseignements clés de l'épisode que je viens décortiquer dans une section que j'ai appelée les conseils de Tata Claire. Donc, je te partage tout ça, coulisses, portraits, apprentissage et conseils, chaque jeudi. Si tu veux t'abonner, recevoir cette newsletter, tu as le lien directement dans la description de l'épisode. Après, tu vois, je pense qu'il y a une première barrière à la mise en place de méthodes pour les contrer, qui est un peu ce mythe de la pensée magique portée, alors que ce soit, enfin moi je peux le voir auprès de dirigeants, auprès de managers, moins auprès de RH parce qu'on est généralement quand même plus sensibilisé aux méthodes de recrutement, etc. Mais même si ça m'est déjà parfois arrivé quand même. Et tu vois, cette espèce de mythe de la pensée magique de attends, moi, je lis les gens, tu vois, je les comprends, je suis capable en 2 secondes de savoir si cette personne est la bonne ou pas, tu vois. Et ça renvoie aussi à ce biais de confirmation, de te dire, tu vas chercher forcément à avoir raison. Et donc, tu t'éloignes de ta capacité à te remettre en question. Et donc, tu n'as pas envie de déployer des solutions pour avoir un recrutement qui soit plus juste, plus stratégique par rapport aux enjeux de ta boîte. Tu vois, c'est un truc hyper fréquent que je vois. Non, mais t'inquiète, moi, je sais recruter, Claire. Ça fait 20 ans que je recrute. Tiens. J'ai fait un post ce matin, justement, mais j'avais déjà fait, et puis j'écris souvent là-dessus, sur la fameuse phrase, moi, dès qu'il sort de l'ascenseur, je sais.
Je sais ce que Ouais. ça m'a pris, je sais si je moche ou pas. Et des phrases qui, pour moi, seront loufoques, hein, pour ce genre-là. Moi, en quelques minutes, après la poignée de main, le regard franc, etc., je peux tout de suite dire si oui ou non, c'est le bon candidat, si j'ai l'embauché. Je pense qu'on a tous entendu, parce que ça, cette prégnance en France du flair, de la vista, du feeling, tu mets Pensée magique. tous les mots derrière avec un côté un peu magie parce qu'on adore croire en fait que, on a un super pouvoir, et que nous, en fait, on a plus de flair, on a plus d'intuition que notre voisin et ce feeling, en fait, en plus, il nous donne une impression de maîtrise. Alors, pas mal de choses à te dire là-dessus. Je suis bavarde, mais ce que je voulais te dire, c'est que d'une d'ailleurs, ça s'apparente à nos biais cognitifs chouchous, qui est le biais de l'attache ad hoc. C'est un biais qui consiste à croire que oui, les biais cognitifs, ils existent, mais moi, madame, je suis beaucoup moins touchée et impactée que les autres. Les autres, oui, les pauvres, ils sont assaillis par ça parasite leur prise de décision, ils manquent d'objectivité. Mais moi, je sens les choses et je me fais pas avoir. Donc ça, c'est un biais cognitif. Et comme tu disais, ce qui est dommage, c'est que si je suis sujet à ce biais, eh bien, je vais pas mettre en place tout ce que je devrais mettre en place pour m'en prémunir parce que je pense que je ne suis pas assaillie par ces biais. Donc ça, c'est un premier sujet. Et après, pourquoi c'est aussi présent et prégnant? Alors déjà, voilà, j'avais quelques chiffres pour qu'on voit l'état des lieux un petit peu en France. C'était un baromètre de 2023 de performance qui disait que 77% des DRH, 64% des managers et 63% des recruteurs disaient qu'ils se fient à leur intuition pour embaucher. Voilà. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui sont encore élevés, très élevés même. Donc on peut se dire pourquoi on arrive encore à cette situation. Bah déjà parce qu'il y a une méconnaissance des biais et de leur impact. Dans cette même étude, en fait, il y avait 60,5% des personnes interrogées qui disaient qu'elles connaissaient bien mes biais. 60% disent je connais bien mes biais. On dit cool. Mais après, il y en a 52% qui disent que il y en a une dizaine qui existent et qui influencent leur prise de décision. Or, les chiffres scientifiques, il n'y a pas de chiffres arrêtés, disent qu'il y en a à peu près 180. Donc, même ceux qui disent que ils connaissent, globalement, on voit qu'il y a un petit décalage et que ça reste assez mal maîtrisé. Donc, c'est le premier sujet. Et le deuxième, bah, c'est un excès de confiance. Dans cette même étude, il y avait 64% des DRH et 49% des chargés de recrutement qui pensaient qu'ils étaient bien meilleurs que leurs collègues dans leur recrutement. Et ça repose sur leur intuition. Donc, on est tous intimement convaincus que nous, c'est différent, que nous, on a le flair, nous, on a l'intuition. Et donc, on va pas se remettre en question. Et ça calme, tout ça, ça calme. Le point de départ, c'est de se dire que on est êtres humains, qu'on est faillible et que nos prises de décision, elles sont pas aussi rationnelles que ce qu'on croit. Donc ça, c'est souvent un de mes premiers ateliers ou exercices en formation, c'est essayer de provoquer un déclic, montrer que voilà, c'est pas aussi rationnel que ce que vous croyez. Maintenant, si vous en êtes un peu convaincu, continuons et montrons les biais, l'impact et comment s'en prévenir. Mais déjà, il faut réussir à avoir ce déclic ou ce constat de c'est pas aussi rationnel que ce qu'on croit. On n'est pas aussi rationnel que ce qu'on croit. Mais on n'est pas aussi rationnel aussi parce que nous sommes des êtres doués d'émotions, tu vois? C'est-à-dire que quelque part derrière ces biais cognitifs, dans peut-être beaucoup de cas, se cache aussi une émotion, tu vois? De tiens, un tel, je sais pas moi, un tel m'a fait rire, un tel m'a fait ressentir ci ou m'a fait ressentir ça et ça se présente souvent, tu vois, dans le recrutement, par exemple. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un truc qui est lié au fait qu'on soit doué d'émotions? Il y a quelque chose lié à l'émotion, oui, parce qu'on peut dire lui, il me rappelle un ancien collègue qui était génial, donc il doit être bon, c'est top. On a plein d'a priori, il me fait penser à quelqu'un que je connais ou par moment, il y a les trucs bébés qui créent de la connivence. On est des êtres humains, hein. Mmh. Il a été dans la même école que moi. Il est né au même endroit où sa mère l'aînée, il gagnait le même date de naissance, le même jour, la même année que moi. Et donc, voilà, il y a un petit truc comme ça qui va se passer dans notre cerveau. On va avoir tendance à le privilégier ou à pas Oui, regarder ça de nous la fait même. du bien, quoi. Ça nous fait du Nous, bien. on trouve ça sympa, ça nous fait du bien. Mais le problème, c'est que ça fausse et ça va le biaiser. Donc, il faut revenir aux critères et aux compétences. Alors là, je n'avais pas préparé pour aujourd'hui, etc. Mais
Donc, j'ai plus le détail en tête, mais pour autant, l'émotion, c'est super important. Il y avait Damasio qui avait sorti un livre et qui avait parlé d'une expérience de quelqu'un justement qui avait eu un accident et donc il y avait des problèmes dans son cerveau et donc il y avait toute la partie plus ou moins émotionnelle qui fonctionnait pas et donc on s'était dit, ils avaient fait des tests, alors faudra chercher parce que là je le présente mal, mais in fine, c'était il a plus cette partie émotionnelle, donc on s'était dit, il va prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. Mmh. Faut pas que c'est logique puisqu'il a plus ça. Il y a un problème, ça ne fonctionne plus. Et on s'est rendu compte que c'était exactement l'inverse qui se produisait et qui arrivait, à savoir qu'on a aussi besoin pour prendre de bonnes décisions d'être raccordé à nos émotions. Sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Ah ouais, c'est marrant. Hyper intéressant. Bon, après ces digressions imprévues, excuse-moi de t'avoir emmené vers des chemins qui n'étaient absolument pas préparés comme d'habitude. Euh, Aucun problème. Et donc, oui, Damasio, je donnerai les. Je t'enverrai pour qu'on puisse, ceux qui veulent creuser, lire ça. C'était super intéressant. je mettrai dans la description, ouais. Pense à envoyer ça comme ça, hop, dans la description du podcast, vous aurez ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler des sujets ou de tes biais fétiches appliqués spécialement au recrutement? Tu veux, j'en parle de combien? Je sais pas, essaye de. Alors, on en a déjà évoqué quelques-uns. Il y en a Je- 180. Nations-y, il y en a développé 180. Dans le livre, j'en ai choisi 20 parce que choisir, c'est renoncer. J'en ai choisi 20, ceux qui me semblent plus se prêter à l'exercice du recrutement. Si je dois en citer un, on en a déjà cité, donc j'ai cité Safa qu'on n'a pas cité. Celui qui est le plus courant, qui est le plus connu, c'est l'effet de halo. Souvent, on l'appelle, pour simplifier, l'effet lié de la première impression. En fait, le biais de la première impression n'existe pas en tant que tel. Il y a plein de choses derrière, mais entre autres, il y a l'effet de halo. L'effet de halo, c'est que je vais partir d'une caractéristique de quelqu'un et je vais le généraliser à l'ensemble de cette personne. Donc, ça va être, par exemple, il a fait tel diplôme, donc il est forcément extraordinaire. Et donc, je vais partir avec un a priori super positif et je vais chercher que des choses qui me confortent dans mon opinion. Et dans l'effet de halo, il y a la beauté. Pourquoi j'en parle? Parce que, voilà, la beauté, Parce qu'on est canons toutes les deux, évidemment. voilà, parce qu'on est canon toutes les deux, qu'on en bénéficie au quotidien d'ailleurs de cet effet de halo. Donc, j'aime beaucoup cet effet de halo. Merci, effet de halo. Donc, concrètement, voilà, il y a un candidat qui a une belle apparence physique. C'est malheureux, mais d'innombrables études le montrent que il a une belle apparence physique et on va en tirer comme conclusion qu'il est plus compétent, qu'il est plus intelligent, qu'il est plus stable psychologiquement. Tout ça juste d'une apparence physique. Et c'est une critère de la beauté. Donc voilà, il y a la beauté, on dit ah c'est chouette, on extrapole de manière là encore biais inconscient. On va le parer d'un nombre de qualités pas possible, surtout de la compétence, et ça va en plus déboucher sur une rémunération plus élevée. Les hommes qui n'auront un physique jugé attrayant ont globalement une rémunération de 17 à 25% plus élevée que ceux jugés moins attrayants. Donc voilà, je voulais parler de ce biais qui est très, très présent au recrutement sur une caractéristique, souvent sur la physique, le physique, mais ça peut être un diplôme ou quelque chose qui a retenu notre attention sur un CV. C'est un détail, une caractéristique, on va le généraliser et ça va prendre le pas sur l'entièreté de l'échange. Et donc ça va biaiser l'issue de cet entretien. Un autre, si je devais aussi en parler, parce qu'il est tellement fréquent au recrutement, je l'ai un peu évoqué, mais et en plus, il a un nom charmant, c'est le syndrome du scarabée. Voilà, petit nom un petit peu bucolique, le syndrome du scarabée, où c'est des biais de similarité. C'est l'adage qui se ressemble, ça semble. De manière là encore inconsciente, je redis, les biais s'inconscients, d'où la difficulté de lutter contre les biais. Je vais avoir tendance à privilégier quelqu'un parce que il a fait les mêmes études que moi, il a fait la même école, voire même la même promotion, ou il a les mêmes. Donc moi, j'ai tendance à dire ne mettez pas les hobbies sur votre CV et n'interrogez pas sur les hobbies lors des entretiens. Et voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont créer de la connivence, de la complicité. Et la personne va me sembler plus sympathique, plus familière, et je vais en tendance à la privilégier. Mais si, là encore, comme je disais au début, je force énormément le trait, à la fin, je recrute des personnes qui ont fait les mêmes écoles, les mêmes promotions, qui ont les mêmes goûts, les mêmes appétences, les mêmes hobbies. Et bah,
Sans Manque de diversité, diversité, quoi. c'est le règne de l'entre-soi. Alors peut-être qu'au quotidien, ça facilite le fait que les personnes s'entendent bien, matchent, etc. Parce qu'elles sont toujours d'accord sur tout, un peu tout le temps et qu'elles pensent la même chose. Mais on va perdre en innovation, en créativité, en remise en question, etc. Et on sait très bien que pour qu'une entreprise, voilà, continue à être performante et que ça fasse pas pchit et que voilà, ça soit pas la faillite, etc. Faut qu'elle arrive à réinjecter du sang neuf, de nouvelles idées et à parfois faire un gros virage dans son activité, dans sa manière de procéder. Et on n'y arrivera pas avec les armées de clones. Ça, c'est une certitude. Tu voulais un mode biais? Parce que Allez, c'est un plutôt petit dernier. Allez, un petit dernier, soyons fous. petit dernier, allez, un sur une typologie que j'ai pas évoquée parce qu'il y a 3 biais, raisonnement, groupe et mémoire. Je vais parler de l'effet de récence. L'effet de récence, c'est tout simple. C'est si j'ai un processus de recrutement sur 2 semaines, et puis j'avais tendance et que voilà, ça fait 2 semaines, on me met en plus un peu la pression en disant là, faut prendre une décision. Je vais avoir tendance à privilégier le dernier candidat que j'ai rencontré pour la simple et non bonne raison que je vais rencontrer le dernier et que donc tous les détails, toutes ses compétences et tout ça, c'est plus frais dans ma mémoire. Donc si je prends une décision entre guillemets à chaud ou assez rapidement, sans prendre le temps de le poser et de revenir à l'architecture de la prise de décision, je vais favoriser le dernier candidat rencontré parce que c'est là dans ma mémoire à court terme, c'est beaucoup plus frais. Voilà, la personne, elle est plus humanisée. Elle me rappelle davantage de lui. Je peux davantage mettre un visage, etc. Et donc, je privilégie. Donc, savoir que voilà, dans un processus de recrutement, on peut aussi être influencé et parasité par l'ordre dans lequel on rencontre les candidats. Donc ça, il faut le savoir. Ok, super. Peut-être Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? on m'appelle. Évidemment. Évidemment. On sensibilise et on forme toutes les parties, pas que les recruteurs. Moi, je forme aussi, surtout d'ailleurs, de plus en plus de managers. Toutes les parties prenantes de recrutement, toutes les personnes qui à un moment vont être en face d'un candidat, je les forme sur l'idée cognitive et le fait qu'il peut y avoir vraiment un impact démentiel sur les prises de décision et que ça porte atteinte à la qualité, l'objectivité, la performance de leur recrutement. Ça, c'est le premier point. Mais c'est un stade, c'est le point de départ. Voilà. C'est pas suffisant de soi, c'est juste C'est le le point de niveau départ. 0, quoi. C'est le niveau 0, savoir que ça existe et se dire, ah, ça existe, donc il faut peut-être que j'accepte de remettre en cause mes pratiques et de mettre en place des choses. Donc, voilà, on est au niveau. Et après, bon, ça serait un petit peu moins à développer, mais on revient sur ce que j'ai dit sur les processus, l'architecture de la prise de décision. Donc, moi, je suis une grande, bah oui, ouais. Moi, je suis une grande fan et adepte de l'entretien structuré, et c'est pas que moi, c'est la science qui le dit. Je peux vous sortir X études qui montrent que l'entretien structuré, c'est beaucoup plus fiable en termes de prédictivité de la future performance d'un candidat que l'entretien non structuré qui pourtant règne en maître en France encore parce que ça semble plus sympa et plus cool et moins chronophage à préparer. Et miser sur l'entretien structuré, à savoir avoir identifié tes critères, tes compétences précis à évaluer et pour chacun de ces critères et de ces compétences, j'ai mes questions d'ordre comportemental et situationnel. J'ai ma grille d'évaluation qui va bien. Et à la fin, je fais mes totaux de manière assez quand même rationnelle et objective. Ça permet de tendre vers cette objectivité. Une autre méthode, si je dois en citer quelques-unes, c'est le recours au collectif. Alors, pas n'importe comment, là encore. Il faut réfléchir à comment je recours au collectif et à l'intelligence du collectif. Mais quand on est plusieurs personnes, ça semble assez logique que les biais des uns peuvent neutraliser les biais des autres. Donc, ensemble, on est plus fort. C'est pas beau, ça. Et ça dépend comment je le fais. Ce qu'il faut pour pouvoir vraiment tirer au maximum le bénéfice de l'intelligence du collectif et du recours au collectif, c'est faire en sorte que ça soit pas lors d'une réunion où le chef, il commence à parler et puis les autres, ils prennent la parole. Et là, le premier, là, c'est tout ce que les autres vont dire. Il va y avoir un effet un peu de groupe. S'il faut, c'est que toutes les personnes qui participent au processus, de manière individuelle, autonome et indépendante, elles écrivent ce qu'elles pensent. Et après, elles le confrontent. Mais voilà, on a fait ça de manière vraiment autonome et indépendante sur la récolte, l'agrégation des ELS. Voilà. Et là, on peut en tirer le meilleur. Et le dernier, c'est l'entretien structuré, c'est top. C'est une des méthodes jugées les plus fiables. Pour autant, c'est pas la panacée parce qu'il n'y a pas de martingale en recrutement. Donc, ce que je recommande aussi, c'est
diversifier les méthodes d'évaluation. En plus de ça, mettre en place des mises en situation. Voilà, ça c'est aussi reconnu pour être très très fiable. Donc adosser et conjuguer entretien structuré et mise en situation, entretien structuré et échantillon de travail, et diversifier les méthodes d'évaluation, parce que il y a un exemple qui nous est tous arrivé, je pense, quand on était recruteur. On a, même si on a l'entretien structuré, on a quelqu'un en face qui a pas l'air dans son assiette. Il est ultra nerveux, il est ultra stressé, etc. Soit mieux j'arrête et je mets à une autre fois, soit si j'étais au bout, je me dis, là, quelle conclusion définitive, entre guillemets, je suis en tirer? Peut-être rien. Donc, il faut que je croise et que j'ai recours à une autre méthode d'évaluation. Tu sais, moi j'avais lu des choses hyper intéressantes sur l'évaluation en collectif avant, pendant et après un processus de recrutement. Euh, En fait, avant, alors d'ailleurs, c'est Fermat, c'est le tout premier épisode que j'ai enregistré sur ce podcast il y a quasiment un an au moment où on se parle, parce que tu vois, on est le 17 septembre au moment de l'enregistrement, et l'épisode avec Fermat, avec Jason Gilet, est sorti le 9 septembre. Voilà, donc on est presque à fêter les un an du podcast au moment où on se parle, Marie-Sophie. Mais bref, voilà. Non, mais pour dire que Jason et toute l'équipe recrutement, ils nous détaillent leur processus. Et en fait, la première étape, c'est un kick-off sur l'objet du recrutement. Quel est voilà le poste, quels sont les critères d'évaluation. Ils préparent en fait ensemble tout l'entretien structuré, etc. Et donc après, évidemment, process de recrutement, enfin je te la fais courte, hein. Et donc à la fin, ils font une sorte de messe avec tous les parties prenantes du recrutement, et où ils viennent en fait faire un peu les avocats du diable. Ils passent en revue chacun des candidats avec les évaluations des entretiens structurés qui sont sortis. Et en fait, ils jouent chacun un peu un rôle. Bah tiens, toi, tu seras l'avocat du diable alors que tu es plutôt promoteur de ce candidat. Toi, là, tu feras l'avocat du diable. Tu vois? Et je trouve que c'est hyper malin, en fait. Parce que du coup, tu te forces à aller à l'inverse de ce que tu pensais en te trouvant des propres contre-arguments. Et donc, ils viennent un peu créer, tu vois, cet esprit critique et collectif dans la prise de décision. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper malin, hyper intéressant dans l'approche. Totalement, et j'en parle et c'est recommandé dans le livre. Mais de manière générale aussi, ce que je disais tout à l'heure au début, penser à charge et à décharge. Ouais, Donc oui, dire à quelqu'un dans le groupe, voilà, je voyais leur tourner, c'était pour être plus court sur le point collectif, mais oui, dire à quelqu'un, toi, voilà, je te désigne comme avocat du diable. Alors après, il faut justement quand même pas se planter sur la personne, et les personnes qui sont plus en capacité d'être un bon avocat du diable, que d'autres qui vont être plus convaincants, qui vont réussir à trouver les arguments. C'est un peu la limite éventuellement de l'exercice. Mais ça, oui, ça voilà. fonctionne. C'est pour ça qu'il y avait une autre méthode qui est pré-mortem de Gary Klein, qui rejoint un petit peu ça, mais c'est chaque personne qui, par écrit, plutôt en mode anonyme, va dire les raisons pour lesquelles, c'est post-mortem, c'est on imagine que ce projet, donc là, un projet de recrutement, on imagine qu'on est 6 mois, 1 an, 2 ans après, et que ça a fait pchit, que le projet, il n'a pas fonctionné, à savoir le recrutement n'a pas fonctionné. Soit nous, on a dû mettre fin à la période d'essai ou contrat de la personne en tant qu'organisation, soit c'est le candidat lui-même qui est parti parce que devenu collaborateur, parce que ça n'allait pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et on demande à chaque personne de dire, voilà, écrivez sur un papier les raisons qui font que selon vous, qu'il faut que cette personne, que ça n'a pas fonctionné, que cette personne est partie. Et là, on force à dire les points éventuellement de friction, ou les choses qui pourraient faire en sorte que ça échoue. Donc on demande à chaque personne de le mettre par écrit, et puis après on va ouvrir les papiers, on va tous les passer en revue, comme ça on va se confronter à tous les contraintes, tous les contre-arguments possibles, et on va se dire soit oui, il y a ça, mais à chaque fois on va trouver une solution, ou peut-être qu'il y en a un, on va dire ah oui, et là celui-là je sais pas quoi dire. Effectivement, ça pose problème, donc soit je stoppe là, soit il faut aussi accepter, c'est un des messages que je voudrais dire ce matin, c'est
Au bout d'un moment, il y a une part de risque quand même. Alors, je sais que ça fait pas forcément quand on dit ça, mais on peut mettre en place toute un méthodo, tout lâcher quelque tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, il y a quand même aussi une part de risque de dire: «J'embauche un être humain». C'est un être humain. Donc, et j'essaie de mettre en place tout ce que je peux pour que ça fonctionne en termes de capacité, en termes de fit culturel, en termes de tout ce que je veux. Mais ça reste un être humain. La mayonnaise, ça va prendre ou elle va pas prendre. Et lui-même, cette personne, elle va arriver et si, voilà, elle apprend à décider dans ses croches, elle est en train de divorcer, enfin d'être une dépression et cetera, bah, tout d'un coup, effectivement, ça Mmh. va peut-être plus le faire. Là, j'ai mis sur lui, mais je pourrais mettre sur d'autres facteurs à terme, bah, c'est une organisation. Donc ça reste c'est pas une science exacte. Mais cette manière d'utiliser le meilleur de l'intelligence du collectif avec l'avocat du diable ou mettre par écrit tout ce qui fait qu'on pense que ça peut justifier que ça aille pas et là, il y en a qui vont davantage oser par Oui. écrit, de manière à dire les choses. Ça, on peut en tirer vraiment des choses intéressantes parce que en groupe et c'est un biais, il y a un biais de conformisme de groupe. Si le premier qui prend la parole et qui est le chef, il dit: «Ça balaye pas fort. On arrête tout les gars. Je pense qu'on a trouvé la bonne personne. C'est bon». Et qu'il y en avait d'autres après qui, eux, avaient un petit peu quand même, des doutes. Voilà. Et ben, ils vont pas oser forcément, le dire et aller à l'encontre du chef. Si le chef, il dit que: «Oui, c'est bon, on a trouvé la bonne personne», qui est-ce que je suis moi pour dire: «Non, mais en fait, j'ai trouvé que sur ce temps-là ou sur ce critère, il y avait un sujet». La plupart des gens, par conférence de groupe, pour aller dans le sens du groupe et cetera, ils vont aller dans le sens de la première personne qui s'est exprimée, voire même il va y avoir un effet de tout le monde va vouloir, aller encore plus dans le sens de la première personne qui s'est Oui. exprimée. Voilà. Oui, donc ça peut, enfin, en tout cas, c'est à doser. Hem, j'ai Orchestrer envie le recours collectif, c'est super, mais il faut Ouais, c'est l'orchestrer pour ça. pas faire c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, faut pas le faire n'importe comment. Voilà. Ouais, OK. Hem, je vais te poser une dernière question parce qu'il va déjà on a réussi à être quand même hyper sérieuse. Déjà, je t'ai imposé ça là, je suis très fière de nous. Voilà. C'est vrai. Tu vois? On l'est pas toujours toutes les 2, Je sais pas mais là, pourquoi tu aimes des blues, moi je peux être très sérieuse, en tout cas sur, sur certains sujets, oui. on s'était préparés, on s'était mis en mode: «Non, il faut qu'on reste focus». Soyons focus, Marie-Sophie. On a tenu le coup. Mais j'ai quand même une dernière question à te poser et j'ai regardé les questions que je t'avais préparées, je crois que je te l'ai pas mise, hein. Comme d'habitude. Heu, on a aussi un autre angle, en fait. Dans le recrutement, on parle des biais des managers, des biais des recruteurs et il y a aussi, les biais du candidat. Il va en avoir aussi lui. Je sais pas, par exemple, il va être confronté à un recruteur peut-être très autoritaire, il va être en plein dans le biais de soumission à l'autorité. Auquel cas, dans ces cas-là, en fonction de la posture que toi tu endosses en tant que recruteur ou en tant que manager ou en tant que, je sais pas, dirigeant, tu vas influencer les propres biais du candidat. Tu vois? Et donc, auquel cas, ça renvoie à un recrutement qui va être, bah, entièrement biaisé. Et quelles sont les influences des biais du candidat dans ta propre évaluation et dans ton propre système d'évaluation? J'ai pas de questions. Ah j'adore, merci et ben maintenant, voilà, je te refile la palette. Madame, très chère, très bonne question. Effectivement, vu que nous tous, êtres humains, nous sommes assaillis par les biais, les recruteurs, les managers, toutes les parties prenantes du recrutement sont parasités par les biais. Et je vois pas pourquoi le candidat mis en face, il aurait pas de biais. Il arrive avec ses biais, ses stéréotypes, ses clichés, un avis sur la boîte, il a regardé la réputation, avec aussi plein de choses. Il arrive Mmh. déjà, des pamotes, il arrive aussi avec plein de choses. Donc effectivement, la personne qui va avoir en face de lui, ça va être assez déterminant parce qu'il va se faire une idée de l'entreprise. Et ça qui est triste, c'est un recruteur qui, dans l'absolu, je l'ai été. Un recruteur, il est ambassadeur d'organisation, oui, mais c'est un être humain. Et il va tirer des conclusions et des enseignements un peu définitifs et globaux sur une entreprise à partir d'un individu qui est là en face de lui. Et ça en va aussi avoir des impacts sur la manière dont il se comporte et dont il réagit, en ayant l'impression qu'il faut qu'il se comporte de cette manière ou qu'il réagisse plutôt de telle ou telle manière. C'est un peu le jeu des interactions humaines. C'est pour ça que le recrutement n'est en aucun cas une science, encore moins une science exacte. C'est la rencontre de 2 subjectivités et chacun avec,
chacun vient à l'entretien avec ses propres objectifs, ses propres biais, ses propres stéréotypes. Et ça, c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'écris d'ailleurs un article là-dessus pour donner des conseils aux candidats sur comment utiliser les biais tant qu'à faire à leur avantage aussi aller dans ce sens-là. Et après, il faut dire aux organisations, vu que les candidats, il arrive avec des biais, il va tirer des choses aussi, des conclusions sur le recruteur et sur l'expérience candidat. Là encore, prenez le temps de mettre à plat votre expérience candidat, votre processus et de réfléchir à ce que ça génère en face chez les personnes. Parce que plus de 80% des candidats, ils vont tirer une conclusion, ils vont penser que l'expérience candidat qu'ils vivent est représentative de l'expérience qu'ils vivront en tant que collaborateur. Ils vont faire un lien, alors qu'ils peuvent avoir un recruteur qui est pas non mieux formé, qui est un peu ronchon, voire qui est même ce point, qui a été licencié le matin même et qui est là et qui va être désagréable et qui est pas représentatif. Mais on va se dire, cette personne-là, voilà, l'expérience candidat qu'elle me fait vivre, elle est représentative de ce que je vivrai en tant que collaborateur chez eux. Donc, il faut former, il faut soigner l'expérience candidat, il faut donner des clés, il faut faire en sorte, ce qui est pas facile, c'est que l'expérience candidat soit la plus homogène possible et ce, peu importe la personne que j'ai en face de moi, que ça soit un recruteur, que ça soit un manager, que ça soit un alternant, que ça soit quelqu'un de plus confirmé. Et donc là, on revient à la méthode et au process et à former les gens pour qu'ils aient la meilleure attitude, le meilleur comportement pour limiter ça. Non, mais bien sûr. Enfin, forcément, je fais que boire tes paroles, hein. Tu sais que c'est mon cœur de sujet, la structuration des process RH et forcément que de créer une expérience la plus homogène possible, que ce soit pour nos candidats, demain pour nos collaborateurs, est tellement nécessaire. Écoute, merci pour ça. Bon, je me retiens parce que j'ai encore des milliers de questions. Mais on doit se quitter. Voilà. Pas pour toujours. Ce qui était, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité sur un sujet où je pourrais aussi en parler des heures et que j'aime tant. Moi, j'avais pris une petite phrase de Stendhal parce que ça fait un peu chic et un peu intello. Donc, j'ai mis dans le livre sur les biais. C'était ne crois aveuglément personne, même pas toi. Donc voilà, c'est un peu le conseil. Ne vous fiez pas à votre intuition. Essayez de vous fier aux faits et de passer du je pense que à j'ai des éléments concrets qui montrent que. Voilà. Si déjà on fait ça, que ce soit au recrutement ou ailleurs pour les prises de décision, on va dans le bon sens. Écoute, super. Elle est très chouette. On part avec. Et moi, je garde en tête la phrase que mon papa m'a dite pendant des années, qui est « Il faut toujours se méfier de ses certitudes, ma fille ». Voilà. Voilà. Quel homme sage. Bisous, papa. Bon, il est encore là, hein. Je dis bisous, genre il est mort, mais... Bisous, papa. Bisous à tous les deux. Voilà, exactement. Je pense qu'il va rigoler quand il va écouter cet épisode. En tout cas, merci. C'était très, très chouette de t'avoir. Et on te retrouve où alors? On te retrouve sur LinkedIn peut-être? On me retrouve fortement sur LinkedIn. Difficile de passer à côté. J'écris 5-6 fois par semaine et tous les samedis matins, j'ai ma newsletter qui sort, qui parle de sujets RH, recrutement et management au sens large. Bon, super. Alors, allez tous sur le profil de Marie-Sophie et allez tous évidemment acheter son livre au petit libraire du coin. Voilà. Merci Marie-Sophie. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Belle journée. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.